À mes côtés, bonjour, notre invité Gilbert Collard avec nous, bonjour. Bonjour. Député Front National du Gard, vous avez participé au débat sur la loi de moralisation de la vie publique ces dernières semaines. Elle va de nouveau devoir passer par un vote, ce sera mardi prochain, faute d'accord sur le texte entre députés et sénateurs sur une partie du texte. En tout cas, ça... notamment la réserve parlementaire. C'est ce que j'allais dire, vous m'ôtez les mots de la bouche. Chacun sur cette réserve. Vous le trouvez décevant, ce projet de loi? Vous trouvez normal qu'on continue de débattre? Écoutez, d'abord, je crois qu'il y a une hypocrisie sémantique évidente. Loi de moralisation de la vie politique. Alors confiance qui a été renommée d'ailleurs, c'est ça, pour rétablir la confiance en la vie politique. C'est pour bien pointer les tâtonnements sémantiques, si je puis me permettre. Hein. Alors dans un premier temps, on a parlé de moralisation, puis de rétablissement de la confiance. Bon, depuis quand une loi moralise-t-elle? Depuis quand une loi instille-t-elle la confiance? Ce sont les comportements des uns et des autres. Hein. Mais parfois la loi permet d'aider à ajuster les comportements. Oui, mais les comportements ont besoin de la loi pour être modifiés. Je ne sais pas si vous avez une bonne connaissance de la loi. Certainement moins que l'avocat. Mais voilà, mais je peux vous dire qu'on a un appareil répressif qui est colossal, hein, et qu'on peut. Dites-vous bien que le matin, quand vous vous levez, vous commettez au moins avant midi 2 contraventions. Hein. Bon. Il faut dire que je me lève très tôt, donc voilà, ça doit être pour ça. Oui. Et puis vous avez une tête de délinquant. Voilà, délit de fait, c'est ça fait. Monsieur Collard, est-ce qu'il y a au moins une mesure qui trouve grâce à vos yeux dans cette loi? Bon, la question de la réserve parlementaire, moi je l'ai dit au Parlement quand je suis intervenu. Lorsque j'ai été élu la première fois en 2012, je suis arrivé au Parlement avec l'idée que cette réserve parlementaire était scandaleuse. J'ai eu l'honnêteté de le dire. J'ai même dit, j'ai été comme vous très con. Bon, j'avais ce préjugé. Et puis sur le terrain, je me suis rendu compte que la réserve parlementaire, non seulement ce n'est pas du clientélisme, parce que moi j'ai donné notamment à une association de défense de la course camarguaise qui a appelé à voter contre moi pour la torera. Bon, vous voyez, donc on n'achète pas les votes, hein, heureusement du reste. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'était un moyen de venir en aide quand il n'y a plus d'aide. Mais est-ce que c'est totalement discrissionnaire et surtout c'était très opaque? Est-ce que le fait de le rendre transparent, c'est pas au moins un progrès? Non, là je suis obligé de rectifier. Ce n'était pas du tout opaque. D'abord, c'est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. On décide pas comme ça. Hein. Il faut remplir un dossier, il faut le contrôle du ministère de l'Intérieur. Il y a une publicité de toutes les dotations. Hein. Donc c'est connu, c'est contrôlé. Et encore une fois, je vous dis, moi, si je fais le point sur ma réserve parlementaire, ça m'a permis de doter une mairie d'un panneau électronique qui informe les habitants, d'un pont pour les handicapés. Voyez-vous. Concrètement, ça veut dire que mardi prochain, vous serez à l'Assemblée pour voter contre le projet? Oui, contre ou m'abstenir. Mais allons plus loin si on a 30 secondes. Hein. Rapidement. Ce n'est pas par les lois qu'on moralise. C'est par la pédagogie des comportements. Je suis d'accord, par exemple... L'interdiction des collaborateurs familiaux, c'est une vraie avancée. Non, mais ça veut dire qu'on peut faire travailler sa maîtresse ou son amant. Alors, la vraie question, c'est est-ce que le collaborateur travaille ou pas? Je me rappelle, en 2013, moi, j'avais proposé qu'on instaure un contrôle systématique du travail des attachés parlementaires. Voilà. Parce que là, on peut contourner la loi. Alors, finalement, on est marié... On divorce, on peut embaucher son ex-épouse avec qui on a divorcé. Les députés ont créé une nouvelle peine d'inéligibilité. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'était sur toute personne qui est coupable de discrimination, racisme, homophobie, révisionnisme, antisémitisme. Alors, vous approuvez? Moi, je pose le principe que le racisme est un délit, l'homophobie est un délit, la diffamation liée au racisme et à l'homophobie, de fait, est interprétative. C'est-à-dire que c'est une infraction qui est soumise à l'appréciation souveraine des magistrats. Donc on laisse là une marge de pouvoir interprétatif au juge qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie où la liberté d'expression doit exister. Tenir un propos raciste, c'est une infraction. Tenir un propos raciste lié à une diffamation, c'est une infraction. Est-ce que ça doit automatiquement entraîner l'inéligibilité? Je pense qu'on soumet là, vraiment,
compte tenu du caractère interprétatif de l'infraction, les députés à la merci des juges. On va fermer le dossier de la moralisation, si vous le voulez bien. Gilbert Collard, je voudrais évoquer avec vous un dossier qui avait créé un duel lors du second tour, de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un dossier qui les avait opposés. Je vous laisse écouter un petit extrait avant qu'on en parle. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, ils ont sauvé des emplois en négociant un accord d'entreprise qui a permis le chômage partiel. Vous les avez vendus aux Italiens aussi, mais cela. arrêtez de dire des grandes bêtises. Bah pardon, vous les avez vendus aux Italiens. Non. Vous n'avez pas d'esprit national. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre. Alors, 3 mois plus tard, Emmanuel Macron a décidé de faire jouer le droit de préemption de l'État sur les chantiers navals, a décidé de nationaliser de manière temporaire, n'a pas vendu STX aux Italiens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il a bien fait. Qu'il a bien fait? Il a bien fait, mais... Et donc Marine Le Pen avait tort de lui lancer cette accusation? Non, parce que je vous fais remarquer que là, il semble pas favorable au principe de nationalisation, au principe de préemption. Si j'ai bien compris ce qu'il dit, on est d'accord. Donc, il se renie quelque peu là. Il a tenu un propos qu'il vient contredire aujourd'hui par une décision que j'approuve, parce que moi, je suis pas dogmatique. Du reste, il fait tellement peu de choses nationalement bien que quand il en fait une, on peut la reconnaître. On pouvait pas laisser échapper ce fleuron, c'était impossible. Mais pourquoi lors du débat ne le dit-il pas? Voilà. Là, il y a finalement, on a l'impression qu'il suit les conseils de Marine Le Pen. Ce sera votre conclusion sur ce dossier. Gilbert Collard, on continue d'évoquer STX, mais aussi la loi travail, notamment, et l'avenir du Front National, juste après un point sur l'info à 8h40. Léo Chapuis. Après 3 jours de pagaille, le trafic des trains a repris. La chaleur est accablante également dans le département du Gard, dont vous êtes l'un des députés, Gilbert Collard, député Front National. À votre place, hier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a souhaité défendre sa réforme. Écoutez. Une des solutions pour à la fois donner la liberté d'initiative, liberté de créer des emplois, mais aussi de la protection pour les salariés, de la visibilité pour les entreprises, ça passe par le dialogue social. C'est vraiment le cœur de la loi, ça. Le cœur de la loi, le dialogue social, la sécurité des salariés. Elle est en première ligne, elle, pour la protection des salariés. On l'a vu avec Danone. C'est une femme qui sait protéger les salariés. Elle s'en est défendue également hier. Heureusement qu'elle s'en défend, il manquerait plus que ça, qu'elle ne s'en défende pas, c'est tellement moche. Elle peut rester en place? Non. Franchement, non, puisqu'on parlait tout à l'heure de moralisation de la vie politique. Vous êtes avocat, c'est légal. Est-ce que la morale, c'est plus important que la légalité? Vous posez un problème qui passionne les philosophes du droit. Est-ce que la morale et la loi font bon ménage? Ce qui est légal peut ne pas être moral, mais quand on appartient à un gouvernement qui veut moraliser ou rétablir la confiance, dès qu'un comportement n'est pas conforme à la morale publique, il est de fait moralement sanctionnable. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'alors qu'il faut changer la loi? Il faut la loi, on n'arrête pas. On attend votre proposition à la loi. l'Assemblée. Non, mais j'en ai fait. Vous savez, j'ai quand même fait 30 propositions de loi lors de la dernière législature. Bon, là, j'ai compté, c'est 9 amendements. Non, une également concernant vous entend moins les journalistes. National, là, oui. Mais restons là-dessus, si vous voulez. Bon, cette loi travail, elle va avoir un effet dévastateur sur la liberté de vivre dans l'entreprise des salariés. C'est vraiment une loi faite pour le grand patronat. Vous allez voir les conséquences dramatiques de cette loi. Je vous donne un exemple. Ce qu'on appelle la barémisation. C'est-à-dire le fait que... Un plancher, un plafond pour les dommages et intérêts. Voilà, les dommages et intérêts vont être fixés a priori par la loi et le juge ne pourra pas dépasser ce que la loi prévoit. En réalité, c'est le procès du Conseil des prud'hommes. C'est parce que les conseils des prud'hommes fonctionnent mal. C'est parce que leurs décisions sont systématiquement réformées par les cours d'appel. Il arrive même que des avocats, devant le Conseil des prud'hommes, déposent le dossier en disant on ira dans la... Parce que les cas sont trop nombreux. Non, mais parce que parce que ce sont des juridictions corporatistes, syndicalistes, et que les avocats le savent. Bon, quand on va devant le Conseil des prud'hommes, si on est pour l'employeur, on perd, quoi. Bon, donc très souvent, voilà. Et les cours d'appel réforment, bon, et souvent avec une exécution provisoire. Donc il faut d'abord payer
avant que la Cour d'appel puisse, un an et demi après, réformer. Le vrai problème, ce sont les conseils des prud'hommes. Mais on n'a pas le courage de le dire. Alors on crée une barémisation. Mais comment peut-on anticiper sur la réalité d'un préjudice tant qu'on n'a pas la matérialité, les contours du préjudice, les conditions dans lesquelles vous êtes licencié, la manière dont c'est préparé, la méchanceté avec laquelle c'est fait, l'injustice avec laquelle cela se déploie. Bon, elle est terrible, cette loi, c'est-à-dire que elle ne permet plus aux juges d'apprécier l'intensité humaine, économique du préjudice. Tout cela parce qu'on n'ose pas dire les conseils des prud'hommes fonctionnent mal, comme les tribunaux de commerce, du reste. Il faut les réformer. Les supprimer? Pardon? Les supprimer? Non, les réformer.